Et si je vous disais qu'il existe un endroit où les maisons sont faites à partir d'un mélange de bouse de vache? Incroyable, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est vrai. Plus surprenante encore. C'est un peuple où un homme peut avoir plusieurs épouses, magnifiques. Et si vous leur rendez visite, leurs femmes s'occuperont de vous du matin au soir en signe d'hospitalité intime. Bienvenue chez les Maasai, une communauté où les traditions anciennes défient les normes modernes. Kwansashta, de la consommation d'un mélange rouge vif mélangé à du lait, au fait de cracher sur les autres en signe de respect, curieux d'explorer une culture qui vit en harmonie avec la nature tout en préservant des secrets que vous n'auriez jamais imaginés. Alors, plongeons ensemble dans le monde extraordinaire des Maasai. Dans les plaines ensoleillées du Kenya et de la Tanzanie, la tribu Maasai se dresse comme une gardienne résiliente de coutumes ancestrales au milieu d'un monde en pleine modernisation. Reconnus pour leurs éclatants choucas rouges et leurs bijoux de perles complexes. Les Maasai ne sont pas seulement des icônes culturelles, mais aussi les protecteurs d'un mode de vie séculaire. Imaginez de vastes savanes, où l'horizon infini rencontre un rythme de vie dicté par le bétail. C'est le Maasai Mara et le Serengeti, des terres sauvages que les Maasai considèrent comme leur foyer depuis des générations. Leur mode de vie semi-nomade s'épanouit ici, rythmé par le déplacement des troupeaux vers de nouveaux pâturages, assurant leur survie dans un environnement rude. Le périple des Maasai a commencé dans la basse vallée du Nil, d'où ils ont migré vers le sud au XVe siècle. Au XVIIe et XVIIIe siècle, ils avaient établi leur présence en Afrique de l'Est, naviguant et coopérant avec les tribus voisines. Malgré les pressions de la modernisation, de nombreuses communautés Maasai ont su préserver leurs traditions. Leur connaissance approfondie de la terre et de la faune joue un rôle crucial dans la protection de ces habitats naturels, contrairement aux normes occidentales. Les arrangements matrimoniaux Maasai sont profondément ancrés dans leur héritage culturel, reflétant des valeurs qui ont été méticuleusement transmises de génération en génération. Ici, un homme peut avoir plusieurs épouses. Cette pratique n'est pas simplement une question de relations personnelles. Elle sert de symbole de richesse et de statut dans une culture où le bétail est au cœur de la vie. La taille du troupeau d'un homme détermine souvent sa capacité à subvenir aux besoins de plusieurs femmes. Le bétail n'est pas seulement un bien, il est un élément crucial du processus de mariage. La dot, traditionnellement payée en bétail, représente la richesse et l'engagement d'une famille. Unissant les familles dans un réseau de soutien et d'obligations mutuelles, le mariage dans la communauté Maasai est une alliance entre familles. Chaque mariage resserre le tissu social, garantissant que les responsabilités et les ressources sont partagées. Ce système met l'accent sur l'harmonie et la coopération, où les épouses vivent et travaillent souvent ensemble, élevant conjointement leurs enfants et gérant les tâches ménagères. Que pensez-vous de cette approche unique du mariage et de la vie communautaire chez les Maasai? Aimeriez-vous avoir plusieurs épouses? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de connaître votre avis. Parmi les Maasai, l'une des coutumes les plus intrigantes et souvent mal comprises est la pratique du don d'épouse, ou okot, profondément enracinée dans le mode de vie communautaire des Maasai. Cette tradition est loin d'être anodine. C'est une pratique structurée, fondée sur la confiance, le respect et le consentement mutuel. Contrairement aux idées reçues modernes, l'okot n'est pas un partage indiscriminé, c'est un acte délibéré destiné à renforcer les liens entre les familles et les cercles sociaux proches. Dans la société Maasai, où la communauté prime sur l'individualisme, le don d'épouse a une fonction sociale unique. Se produisant souvent entre compagnons de même classe d'âge des hommes qui ont traversé ensemble des étapes importantes de la vie, cette pratique renforce leur lien fraternel. Offrir sa femme à un invité masculin est considéré comme un geste profond d'hospitalité et de confiance. Soulignant l'éthique communautaire qui définit la vie Maasai, les enfants nés de ces unions sont pleinement intégrés à la famille. Cependant, il est important de comprendre que cette pratique n'est pas universellement suivie par tous les Maasai. À mesure que l'éducation et les influences culturelles mondiales pénètrent la société Maasai, des traditions comme l'okot deviennent de plus en plus rares. La modernisation et l'importance croissante accordée aux droits individuels ont conduit à un examen interne et à des débats externes sur de telles coutumes. Aujourd'hui, de nombreuses communautés Maasai naviguent sur un équilibre délicat, préservant leur identité culturelle tout en s'adaptant aux valeurs contemporaines. Envie de venir ici et de recevoir ce cadeau d'hospitalité. Ce n'est que le début de la découverte de la tribu Maasai. Avez-vous déjà vu des déjections animales servir à construire une maison? Mais avant de continuer, j'ai une petite requête de 10 secondes pour vous.
Si vous pouviez nous aider, merci de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour être toujours les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos et notre contenu passionnant. Cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous promettons de continuer à améliorer cette émission pour vous. Marché conclu. Là où des ciels immenses s'étendent sur des savanes, baignées de soleil, les Maasai mènent une vie profondément liée à la terre. Leurs maisons, appelées maniatas, sont construites à partir de matériaux naturels, durables et uniques. L'un des principaux matériaux de construction est la bouse de vache. Oui, vous avez bien entendu, les maisons sont réellement fabriquées à partir des déjections de vaches. Ces structures reflètent l'incroyable capacité d'adaptation des Maasai à leur environnement. Leurs demeures, connues sous le nom de maniatas, sont principalement construites par les femmes de la tribu. Les maisons sont généralement de forme ronde ou allongée, comme un pain, en utilisant un mélange de boue, de bâtons, d'herbes, de bouse de vache et d'urine de vache. Elles créent des structures remarquablement résistantes, qui isolent de la chaleur torride du jour et du froid des nuits. Cette méthode de construction est le reflet de l'adaptabilité des Maasai, dans un paysage où les ressources sont rares et où l'environnement hostile exige des déplacements constants. Ces habitations temporaires sont à la fois pratiques et durables. Tous les quelques mois, les Maasai se déplacent pour trouver de nouveaux pâturages en ras pour leur bétail. Démontant et reconstruisant leurs maisons au fur et à mesure, ce cycle de mobilité garantit que la terre reste fertile et que leur bétail essentiel à leur mode de vie continue de prospérer. Que pensez-vous de ces habitations uniques en bouse de vache et du mode de vie nomade des Maasai? Pourriez-vous imaginer vivre dans une maison comme celle-ci, entièrement construite avec des matériaux naturels? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions beaucoup connaître votre perspective sur ce mode de vie fascinant. Dans de nombreuses régions du monde, cracher est considéré comme impoli. Mais chez les Maasai, cela revêt une profonde signification culturelle. Cette pratique unique est un geste puissant de bénédiction et de respect. Profondément ancré dans le tissu social de la vie Maasai, les anciens crachent souvent dans leurs mains avant une poignée de main, conférant ainsi sagesse et bonne fortune aux destinataires. De même, les nouveau-nés sont bénis avec de la salive pour les protéger du mauvais sort, tandis que les jeunes guerriers reçoivent cette bénédiction avant d'entreprendre des missions importantes. Ces rituels symbolisent un transfert de force, de protection et de prospérité. L'utilisation la plus remarquable de cette tradition a peut-être lieu lors des mariages Maasai. Dans le cadre de la cérémonie, le père de la mariée lui crache sur la tête et la poitrine, lui transmettant ainsi ses vœux et ses bénédictions pour son avenir. Cet acte est une coutume profondément respectée, censée emplir le parcours de la mariée de bonheur et de fortune. Ce n'est qu'après avoir reçu cette bénédiction que la mariée est autorisée à quitter la maison de ses parents pour rejoindre son mari. La procession de la maison de la mariée vers sa nouvelle vie est délibérée et symbolique, prenant souvent plusieurs heures. Selon les croyances Maasai, la mariée ne doit jamais regarder en arrière vers la maison de ses parents pendant ce voyage, de peur d'être changée en pierre, un reflet de la transition importante qu'elle est en train de vivre. À son arrivée dans sa nouvelle demeure, la mariée fait face à un autre rituel destiné à chasser le mauvais sort et à assurer son bonheur. Les membres de la famille du mari se rassemblent pour la réprimander, une curieuse coutume censée la purifier de tout malheur. En guise de bénédiction finale, la mariée est accueillie par ses beaux-parents avec une giclée symbolique de lait de chèvre sur le visage, signifiant la persévérance et la fertilité. Ce lait, riche de sens, est censé assurer un avenir courageux et fort à ses enfants. Cette vision des bénédictions et du respect vous surprend-elle? Commentez oui ou non dans la section des commentaires ci-dessous. Les femmes Maasai sont également des artisanes talentueuses, réputées pour leurs magnifiques bijoux en perles. Ces créations complexes transforment de simples perles en symboles puissants, chaque pièce racontant une histoire sur la vie de celui ou celle qui la porte. Chaque couleur et chaque motif dans le perlage Maasai a une signification spécifique. Les perles bleues représentent l'énergie et l'immensité du ciel, tandis que le vert symbolise la terre fertile et la santé. Le rouge, une couleur dominante dans la culture Maasai, représente la bravoure et la force. Ces perles sont méticuleusement agencées en colliers, bracelets et boucles d'oreilles, chaque pièce reflétant l'âge, le statut matrimonial ou les réalisations de la personne qui la porte. Cette forme d'art est profondément enracinée dans la tradition. Mais elle a aussi un but pratique. La vente de bijoux en perles Maasai aux touristes constitue une source de revenus essentielle, autonomisant les femmes sur le plan économique et aidant à soutenir leur communauté. Dans les villages reculés, cet artisanat soutient non seulement la préservation culturelle,
mais aussi l'indépendance financière des femmes Maasai. Au-delà de l'esthétique, le perlage est non seulement un atout visuel, mais aussi une source de valeur économique, car de nombreux Maasai vendent leurs bijoux en perles aux touristes, créant ainsi une importante source de revenus. Les Maasai sont facilement reconnaissables à leur tenue distinctive, le chouka rouge, ou couverture Maasai étant l'élément le plus emblématique, ce tissu éclatant, souvent dans des tons de rouge, de bleu et parfois à carreaux ou à rayures, et drapé sur le corps, offrant à la fois une protection pratique contre le climat rude et un symbolisme profond. Le rouge, couleur dominante dans la culture Maasai, signifie la force, la bravoure, et on pense qu'il éloigne les prédateurs. Au-delà du chouka, les vêtements Maasai sont une riche tapisserie de signification. Les coiffures et les modifications corporelles sont tout aussi importantes pour exprimer l'identité. Les Morans, les jeunes guerriers, portent fièrement leurs cheveux en longues tresses fines, teintes en rouge avec de l'ocre, un symbole frappant de leur statut de guerrier. Les hommes comme les femmes pratiquent le perçage et l'étirement des oreilles, ornant leurs lobes de perles, lui terre et de bijoux qui signifient la beauté. La maturité et le statut social. Les adaptations modernes, telles que l'utilisation de perles de verre au lieu de matériaux naturels comme l'argile et l'ivoire, ont apporté plus de durabilité et de couleur à leur artisanat perlier. Renforçant son attrait tout en préservant sa signification culturelle, la communauté Maasai a des croyances profondes et spécifiques sur la mort et l'au-delà, qui sont profondément enracinées dans leur respect de la nature. Traditionnellement, les Maasai ne pratiquant pas de cérémonies funéraires telles que nous les connaissons. Au lieu de cela, ils exposent le défunt aux éléments. Laissant la nature suivre son cours, cette pratique découle de la croyance que l'enterrement des morts peut être néfaste pour la terre en permettant aux éléments de reprendre le corps. Les Maasai honorent le cycle de la vie et assurent un retour respectueux à l'environnement. Cette méthode d'exposition n'était pas seulement un acte spirituel, mais aussi pratique, adapté à leur mode de vie nomade et à leur vision de la mort comme une partie naturelle du voyage de la vie. Les Maasai croyaient que cette pratique honorait à la fois l'individu et la terre, maintenant l'équilibre et minimisant leur empreinte écologique. Cependant, ces dernières années, cette tradition a évolué. Influencée par la modernisation, les interactions culturelles externes et l'évolution des normes sociales. De plus en plus de Maasai choisissent désormais d'enterrer leurs proches, adolescents. L'enterrement, autrefois rare, devient plus courant, en particulier dans les communautés qui ont adopté des pratiques chrétiennes ou islamiques, ou là où la modernisation a introduit de nouvelles croyances sur l'au-delà. Imaginez-vous vous réveiller dans les vastes plaines ensoleillées d'Afrique de l'Est, où le peuple Maasai prospère depuis des générations. Leur lien avec la terre et le bétail est plus qu'un simple mode de vie. C'est une tradition profondément enracinée qui façonne chaque repas, chaque rituel et chaque moment de leur journée. Au cœur du régime alimentaire Maasai se trouve le lait cru, frais, et parfois fermenté en une boisson acidulée semblable à du yaourt. Ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est une source de vie, un témoignage quotidien de leur lien avec le bétail qu'ils vénèrent tant. Dans la culture Maasai, le lait est plus qu'un simple aliment, c'est un symbole de vie et de continuité. Chaque gorgée est un rappel de la force et de la nourriture tirée de leur troupeau. La viande, bien que consommée moins fréquemment, joue un rôle central lors des cérémonies importantes, Kelekis. Imaginez une communauté Maasai se réunissant pour une grande occasion, peut-être un mariage ou la cérémonie capitale de l'Eunoto, où les guerriers deviennent des anciens. L'air vibre d'anticipation tandis que le bétail est abattu cérémonieusement. La viande est méticuleusement partagée, chaque morceau étant attribué en fonction de l'âge, du statut et du rôle dans la communauté. Maintenant, c'est là que ça devient vraiment intéressant, le mélange liquide rouge. Oui, il s'agit bien de sang, prélevé sur le bétail vivant de manière respectueuse et éthique, qui fait partie du régime Maasai, mélangé avec du lait. Cette boisson nutritive est prisée pour sa haute teneur en protéines et ses propriétés énergisantes. Consommée lors d'occasions spéciales, c'est une pratique qui rappelle les traditions anciennes, démontrant l'endurance et l'ingéniosité des Maasai, confrontés aux changements climatiques et aux pressions de la modernité. Certaines communautés Maasai ont commencé à adopter l'agriculture à petite échelle. Imaginez des champs de maïs, de haricots et de pommes de terre parsemant lentement le paysage aride, fournissant une source de nourriture stable et complémentaire.
Voyager dans les régions Maasai offre une occasion inégalée d'entrer dans un monde très différent de l'agitation de la vie moderne. Les visiteurs sont attirés par la culture vibrante, les tenues de traditionnelles et le mode de vie pastoral des Maasai, ce qui en fait une destination à la fois éducative et impressionnante. De nombreuses communautés Maasai ont créé des villages culturels où les touristes peuvent s'immerger dans la vie quotidienne de cette tribu fascinante. Dans ces villages, les visiteurs peuvent participer à des danses traditionnelles, observer ou prendre part à la conduite des troupeaux et apprendre l'art du perlage et de l'artisanat. Ces expériences offrent un aperçu du lien profond des Maasai avec leur terre et leurs traditions. Au-delà de l'enrichissement personnel, le tourisme constitue une source de revenus essentielle, aidant les communautés Maasai à maintenir leur mode de vie tout en préservant leur riche héritage. Pour ceux qui prévoient une visite, il est essentiel d'aborder la démarche avec respect et sensibilité. Optez pour des voyagistes réputés qui collaborent de manière éthique avec les communautés Maasai, garantissant qu'une partie des revenus du tourisme soutient des projets locaux tels que des écoles, des dispensaires et des systèmes d'approvisionnement en eau. Les touristes ont souvent la possibilité d'acheter des souvenirs faits à la main, comme des bijoux en perles, au profit direct des artisans. De plus, découvrir les plantes médicinales Maasai et leurs usages dans la guérison traditionnelle ajoute une autre dimension à la compréhension de leur relation profonde avec la nature. Cependant, l'intersection du tourisme et de la culture nécessite une navigation prudente. Si le tourisme apporte des avantages économiques, il risque aussi l'exploitation culturelle et la marchandisation. Les touristes et les opérateurs doivent vraiment respecter la vie privée, obtenir le consentement pour les photographies et adhérer aux coutumes locales pour garantir une expérience qui honore l'autonomie et la dignité des Maasai. Les Maasai ont utilisé leur interaction accrue avec les visiteurs comme une plateforme de plaidoyer, sensibilisant aux défis tels que les droits de foncier et la conservation de l'environnement. Leurs terres, qui chevauchent souvent des parcs nationaux, subissent des pressions extérieures qui menacent leur mode de vie nomade traditionnel. L'éducation joue un rôle central dans cet exercice d'équilibre. De plus en plus d'enfants Maasai vont à l'école, dotant la prochaine génération des compétences nécessaires pour naviguer dans un monde en rapide évolution, tout en veillant à ce que leur héritage culturel perdure. Bien au-delà du rôle de guérisseur, le Laibon agit comme un guide spirituel et un médiateur entre le peuple Maasai et leur divinité, maintenant l'équilibre délicat entre les mondes physiques et spirituels, s'appuyant sur une connaissance approfondie des plantes médicinales de la savane africaine. Le Laibon traite diverses affections à l'aide de remèdes naturels. Cette profonde compréhension de la phytothérapie est transmise de génération en génération, faisant du Laibon un dépositaire essentiel du savoir traditionnel. La dépendance des Maasai à ces remèdes naturels reflète leur lien profond avec la terre et leur respect pour la sagesse de leurs ancêtres. Les responsabilités du Laibon s'étendent au-delà de la guérison. Il joue un rôle crucial en guidant la communauté à travers des cérémonies importantes, telles que les rites d'initiation et les bénédictions, et en offrant des conseils sur des questions qui affectent tout le village, qu'il s'agisse de régler des différends, d'interpréter des rêves ou d'accomplir des rituels pour assurer l'harmonie et la prospérité. Le Laibon est essentiel au maintien du tissu social et spirituel de la vie Maasai. Pendant des générations, la chasse au lion était un symbole profond de bravoure et d'habileté parmi les Maasai. Connue sous le nom d'Alamala, cette pratique était plus qu'une simple chasse. C'était un rite de passage pour les jeunes guerriers, ou morants, marquant leur transition vers l'âge adulte. Réussir à chasser un lion démontrait un courage et une maîtrise inégalés, gagnant le respect et le prestige au sein de la communauté. Cependant, la vénération des Maasai pour les lions n'est pas passée inaperçue des défenseurs de l'environnement. Avec le besoin croissant de protéger la faune, en particulier les lions, les Maasai ont adapté leurs traditions de manière remarquable. En 2012, une initiative révolutionnaire connue sous le nom de Jeux olympiques Maasai a été lancée. Cet événement biennal a été créé pour offrir une alternative durable à la chasse au lion, alignant les valeurs culturelles des Maasai avec les efforts modernes de conservation. Les Jeux olympiques Maasai permettent aux jeunes guerriers de démontrer leur force, leur bravoure et leur habileté à travers une série d'épreuves athlétiques qui reflètent les compétences traditionnellement requises pour la chasse. Les compétitions incluent la course, le saut en hauteur, le lancer de javelot et le tir à l'arc, offrant une plateforme aux morants pour obtenir reconnaissance et honneur sans nuire à la faune. Dans les régions où l'événement a lieu, on a constaté une réduction notable de la chasse au lion,
montrant comment les pratiques traditionnelles peuvent évoluer pour soutenir la durabilité environnementale. Cette approche innovante sert de modèle pour d'autres communautés à travers le monde, prouvant que l'héritage culturel et la conservation peuvent coexister harmonieusement. L'un des aspects les plus captivants de la culture Maasai est leur langue, le Maa, membre de la famille des langues nilotiques. Le Maa n'est pas seulement un moyen de communication, c'est un vibrant dépositaire du savoir culturel, des traditions et des valeurs des Maasai. Riche en métaphores et proverbes expressifs, la langue reflète le lien profond des Maasai avec leur environnement et leur mode de vie pastoral. Le Maa est étroitement lié à la vie quotidienne des Maasai, avec une multitude de termes de spécifiques mots à l'élevage, au pastoralisme et au monde naturel. Cette richesse linguistique souligne le rôle central de ces éléments dans leur culture, au-delà de la communication pratique. Le Maa sert de canal pour transmettre les coutumes, les histoires, les histoires et la sagesse à travers les générations. La tradition orale est primordiale, les anciens racontant le folklore, les proverbes et les chants lors des rassemblements communautaires, enseignant ainsi aux jeunes générations leur histoire, leurs valeurs morales et leurs normes sociales. De nos jours, de nombreux Maasai se sont adaptés en parlant le swahili et l'anglais, en particulier ceux qui travaillent dans le tourisme ou qui vivent en zone urbaine. Cette capacité multilingue les aide à partager leur culture avec le monde, agissant comme des ambassadeurs de leur riche héritage grâce aux interactions avec les visiteurs. Les Maasai éduquent les étrangers sur leurs coutumes et leur mode de vie, préservant et promouvant leurs traditions sur la scène mondiale. Les croyances spirituelles des Maasai sont aussi profondes et étroitement liées à leur vie quotidienne que leurs coutumes sociales. Au cœur de leur spiritualité se trouve une foi monothéiste centrée sur une seule divinité connue sous le nom d'Enkai ou Engai. Enkai incarne des aspects duels Engai Narok, le dieu noir bienveillant qui nourrit et pourvoit, et Engai Nanyokie, le dieu rouge. Les Maasai croient que Enkai réside en toutes choses, favorisant un profond respect pour le monde naturel. Cette croyance façonne leurs interactions avec leur environnement, promouvant un sens de la gestion et de l'harmonie avec la nature. L'une des manifestations les plus importantes de ce lien est la relation des Maasai avec leur bétail, qu'ils considèrent non seulement comme un atout économique, mais aussi comme un don sacré d'Enkai. Le bétail est considéré comme un symbole de l'alliance des Maasai avec le divin. Au cœur de leur identité culturelle et spirituelle, le Laibon, ou chef spirituel, occupe une place importante dans les traditions religieuses Maasai, servant de pont entre la communauté et Enkai. Le Laibon dirige les rituels, offre des prières et facilite les cérémonies pour promouvoir l'harmonie au sein de la communauté et avec l'environnement naturel. En période difficile, le Laibon guide les actes de foi, comme l'offrande de bétail, pour chercher la faveur et le soutien d'Enkai. Les espaces sacrés revêtent également une grande importance dans la spiritualité Maasai. Certains sommets de montagne, arbres et sites naturels sont vénérés comme sacrés, servant de lieu pour les rituels et les prières communautaires. Ces lieux sont traités avec le plus grand respect et sont au centre des cérémonies religieuses des Maasai, où ils se connectent avec le divin et réaffirment leurs engagements spirituels. La riche tradition orale de mythes et de légendes des Maasai illustre davantage leurs profondes racines spirituelles. Leur récit de la création parle d'un vide immense et sans forme, façonné par Enkai, qui a fait naître la terre, le ciel et tous les êtres vivants. Au cœur de ce récit se trouve le don du bétail, qui serait descendu du ciel par une longue corde, scellant ainsi le lien sacré entre les Maasai et leur bétail. À l'époque contemporaine, certains Maasai ont embrassé le christianisme ou l'islam, mêlant ces nouvelles croyances à leur spiritualité traditionnelle. Cette synthèse de foi illustre l'adaptabilité des Maasai, alors qu'ils naviguent à l'intersection de leurs traditions anciennes et des influences du monde moderne. Le tourisme a encore élargi leur portée spirituelle, permettant aux Maasai de partager leur riche héritage avec un public mondial. Favorisant la compréhension et le respect de leur mode de vie unique, la structure sociale Maasai est un système sophistiqué qui a préservé la cohésion de leur communauté pendant des générations. À sa base se trouve le système de classe d'âge, un cadre qui organise les individus en cohortes distinctes en fonction de leur âge. Ce système est plus qu'une simple organisation sociale, il constitue l'épine dorsale de l'identité Maasai, guidant chaque individu de l'enfance à la vieillesse à travers des rôles et des responsabilités clairement définis. Chaque Maasai est initié dans une classe d'âge, progressant à travers les étapes de la vie aux côtés de ses pairs. Pour les garçons, ce parcours commence par une cérémonie d'initiation élaborée, un rite de passage testant leur courage et leur résilience.
Une fois initiés, ils deviennent des morans, ou guerriers, vivant à l'écart du village, en isolement. Pendant cette période, ils maîtrisent des compteuses à Midicree des compétences essentielles comme le lancer de lance, apprennent les subtilités des coutumes Maasai et endossent leur rôle de protecteur des veurs du village. La vie d'un Moran est marquée par la camaraderie et la fraternité, forgeant des liens qui durent toute une vie. Ces jeunes guerriers sont célébrés pour leur force et leur bravoure, chargés de défendre leur communauté et leur bétail contre les prédateurs et les tribus rivales. À mesure que les Morans vieillissent et évoluent dans leur rôle, ils deviennent finalement des anciens. Les sages conseillers et décideurs de la communauté, les anciens occupent une position vénérée, réglant les différends, offrant des conseils et servant de gardiens des histoires orales. Dans une société où les lois et les histoires sont transmises oralement, les anciens sont des bibliothèques vivantes, partageant des récits d'ancêtres et des traditions culturelles qui ancrent l'identité de la communauté. Les femmes dans la communauté Maasai sont essentielles, elles construisent les maniata huttes traditionnelles, vont chercher l'eau, cuisinent et élèvent les enfants, tandis que les hommes s'occupent comme du bétail et protègent le village. Cette division du travail, définie par l'âge et le sexe, a permis aux Maasai de surmonter les défis de la vie dans la savane africaine malgré leur attachement à la tradition. Les Maasai ne sont pas figés. Les pressions de la modernisation ont entraîné des changements, notamment dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, de nombreux enfants Maasai vont à l'école, apprenant à trouver un équilibre entre leur héritage ancestral et le monde moderne. Pourtant, l'essence de la structure sociale Maasai ancrée dans le système de classe d'âge, le respect des anciens et la vie communautaire continuent d'être une pierre angulaire de leur société. Avant de conclure notre exploration de la culture Maasai, nous nous tournons vers l'histoire extraordinaire de Corinne Hoffmann, une femme dont la vie a pris un tournant inattendu et transformateur. Née en Suisse en 1960, le voyage de Hoffmann au cœur de l'Afrique a commencé lors de vacances au Kenya en 1986. C'est là, dans la ville côtière de Mombasa, qu'elle a rencontré Elketinga Leparmorijo, un membre de la tribu Samburu. Étroitement lié aux Maasai, malgré les profondes barrières culturelles et linguistiques, la connexion de Hoffmann avec Elketinga fut immédiate et puissante, attirée par sa présence et sa tenue traditionnelle. Elle a pris la décision de changer de vie. Quittant sa vie structurée en Suisse et vendant ses biens pour tout recommencer au Kenya, cette décision a marqué le début d'une immersion intense dans le mode de vie Samburu, un monde bien éloigné du confort et des normes qu'elle avait connues. Dans le village de Elketinga, Hoffmann a découvert un mode de vie sans les commodités de l'eau courante, de l'électricité ou des équipements modernes. Elle a adopté les coutumes traditionnelles Samburu, naviguant dans les complexités de leurs hiérarchies sociales et de leurs attentes. Son mariage avec Elketinga a été célébré lors d'une cérémonie traditionnelle. Ancrant sa place au sein de la communauté, le parcours de Hoffmann n'a pas été sans défi. S'adaptant aux dures réalités de la vie rurale africaine, elle a fait face à des problèmes de santé comme le paludisme et a lutté avec les rôles de genre de la communauté. Pourtant, sa résilience et son profond respect pour la culture Samburu l'ont aidé à surmonter ces obstacles. L'expérience de Hoffmann lui a permis d'acquérir une compréhension profonde des traditions Samburu, de leur alimentation et de leur habillement à leurs rituels et coutumes sociales. La naissance de sa fille, Napirai, a ajouté de nouvelles dimensions à sa vie au Kenya, mêlant les joies et les défis d'élever un enfant dans un environnement culturel très différent. Cependant, après 4 ans, le poids cumulé des différences culturelles, des problèmes de santé et la nécessité d'assurer l'avenir de sa fille ont poussé Hoffmann à retourner en Suisse. De retour en Suisse, Hoffmann a écrit La Masaï blanche, un mémoire qui a capturé l'essence de son expérience interculturelle. Le livre est devenu un succès international, offrant au lecteur un rare aperçu de sa vie parmi les Samburu. Il a ensuite été adapté en film, amplifiant encore son histoire. Les ouvrages ultérieurs de Hoffmann, notamment Retour d'Afrique et Retrouvailles à Barsalois, ont continué d'explorer son parcours unique, racontant ses retrouvailles éventuelles avec Elketinga et son ancien village. L'histoire de Corinne Hoffmann est un témoignage du pouvoir de l'amour qui transcende les frontières culturelles et de l'expérience transformatrice de l'immersion dans un mode de vie entièrement différent. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Dites-nous en commentaire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne.
Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.